Vasseur pourrait quitter Ferrari, Verstappen pourrait être banni et Norris se baise encore tout seul. Comme moi. Oh là 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 là, que d'infos pour un seul Garage Talk. Je pourrais traire les sujets tel une vache en élevage intensif, mais je vous aime bien. Donc tout dans une seule vidéo. Voilà. Et d'ailleurs, faut que je donne plein d'amour à des gens en fin de vidéo qui pensent que Weekend Review et Garage Talk c'est la même chose, sous prétexte que y a des Garage Talks après les Grands Prix. Mais comme il y a moult choses à dire, on va pas perdre de temps. Bienvenue dans Garage Talks. Mais avant ça, dans un monde qui n'a rien à voir. Alors qu'ont lieu des manifestations dans les rues de Paris... Avec des revendications tout à fait... Continuent de manifester leurs revendications pour le moins saugrenues. Oh, il fait trop chaud là, fait trop chaud, baisse le soleil, baisse le cul. Fort heureusement, le président Jibac s'est adressé à la nation. On écoute tout de suite un extrait de son allocution pleine de promesses. Et si je ne peux pas, pour des raisons économiques que vous comprenez, éteindre le soleil, je peux par contre vous promettre la mise à disposition de codes promotionnels pour des boissons afin de vous aider dans la survie de cet été. Avec le code Clippy, vous aurez 10% de réduction sur toutes vos commandes au lit, de l'hydratation à l'énergie en passant par l'ice tea. Juste à temps pour le retour de Daiquiri Dauphin, de Morito Macao et l'arrivée du Capybara Colada. Et si vous n'avez toujours pas confiance en moi, vous pourrez toujours vous rabattre sur le code Clippy5 pour 5€ de réduction sur votre première commande. En prenant un starter pack, ça paye les frais de port. Merci à vous, merci à nos Overlord Corporate et des Ishland. Alors des parutions sportives italiennes tout aussi fiables que The Race, très certainement, ou Visu, affirment que le rôle de Vasseur serait actuellement questionné, que son futur se jouerait sur les prochains week-ends et qu'il aurait donc jusqu'au drapeau à damier à Silverstone pour redorer son blason. Ce serait une réponse directe du berger à la bergère ou du corporate au sportif vis-à-vis des doutes qu'a émis Hamilton récemment et que Leclerc semblait mettre. Leclerc qui, toujours selon tout le monde sauf lui, semble s'intéresser à d'autres options pour son futur. Mais d'ailleurs, David, pour vaguement évoquer ça, que Leclerc qui considère ses options, ce serait si Vasseur se cassait. Tu vois, genre en réponse de ça, et pas genre, oh non, j'en ai marre de travailler avec Fred, quoi. Non. Par contre, l'arc de Dark Leclerc, habillé tout de noir Mercedes ou tout de vert Aston Martin, je vis pour ça. Le rôle de team principal chez Ferrari, en termes de malédiction, n'a d'égal que le maraboutage de mon PC ou le second baquet Red Bull. Les chaises musicales là-bas ont démarré en 2014, rappelons-le. Depuis cette saison, on donne en moyenne pas assez de temps. C'est le stat technique, ça. Au team principal pour que son impact se fasse ressentir. C'est en tout cas ce qu'on entend absolument partout. Seules exceptions à ça, Mattia Binotto, qui est resté entre 2019 et 2022, et Maurizio Arrivabene, qui est arrivé en 2015 et qui est pas parti avant que Binotto arrive, donc 2018-19. Donc en fait, on a quand même eu deux teams principales qui sont restés suffisamment longtemps. Pour avoir un impact, j'entends. Par contre, après, est-ce qu'ils sont restés suffisamment longtemps pour avoir un impact positif? Ça, c'est autre chose. Bon, même si je suis le premier à jeter des crottes de nez à Binotto, je tiens à rappeler, de toute façon, jeter des crottes de nez à tout le monde de manière égale, c'est le secret du vivre ensemble réunionnais. Prenez exemple, détestez-vous les uns les autres avec autant de verve, en fait, et arrêtez de faire chier. Bref, c'est quand même sous son règne qu'une équipe Ferrari bien meurtrie a remonté la pente pour, en 2022, jouer le titre. Et même si la saison s'est pas déroulée comme prévu, on peut que saluer ça. Oui, ce qu'il y a avec les teams principales Ferrari, et j'exclus Mattiacci du bordel, parce que Boog était juste intérimaire, Ah non, mais vraiment. Ah mais Manpower m'avait appelé juste avant, mais je pouvais pas ce jour-là, j'avais piscine. Ce qu'il y a avec les teams principales chez Ferrari, c'est qu'on les blâme 9 fois sur 10 pour des choses qui sont en dehors de leur contrôle. Ils sont certes administrativement responsables de tout ce bordel parce qu'ils sont teams principaux, mais quand un développement de voiture va pas au bout des choses, Fred Vasseur ou Mattia Binotto ou peu importe qui avant ça, ils sont pas présents physiquement en tant qu'aérodynamiciens. Ils doivent déléguer le travail, et même si ça fait partie de leur boulot de déléguer ces responsabilités aux bonnes personnes, tu peux pas redresser le tir en virant immédiatement la personne et en employant quelqu'un d'autre. Ce genre de choses, ça prend du temps. Et ce qui est compliqué avec une équipe de Formule 1 aussi, c'est que pour construire, il faut de la stabilité. Et ça actuellement chez Ferrari, actuellement, putain, ça fait 10 ans, c'est plus monnaie courante chez eux. Putain, ça me fend le cœur. Dans le cas précis de Vasseur, si on part du principe que les rumeurs sont vraies, on lui reproche un manque de constance de l'équipe et un manque de résultats. Parce que tout le monde et son dogo étaient persuadés que signer Lewis égale titre gratos. Encore une fois, Mazepin ne serait pas champion du monde dans la McLaren de cette année, mais d'un autre côté,
Hamilton peut pas être champion du monde dans une kick, ou dans le cas présent, dans une Ferrari. Et une fois de plus, on constate que, et encore une fois, c'est si la rumeur est vraie, c'est des gens externes à l'équipe de Formule 1, mais internes au corporatisme, qui viennent interférer avec le sportif. Ce qui est jamais une bonne putain de chose. Demandez à Toyota ce qu'ils en pensent. Parce que ce week-end, justement, avec tout le bruit autour de ça, la partie sportive, elle est venue prendre la défense de Vasseur. Que ce soit Charlie Boy ou Lewis. Et bref, les pilotes, eux, ne démordent pas. Lewis insistant, c'est l'homme qu'il nous faut. Les choses ne sont pas parfaites, mais on est là pour bosser. Et je crois que Fred peut nous amener au sommet. Et Leclerc, quant à lui, se dit surpris. Et franchement, qu'il en a plus rien à branler et qu'il préfère ignorer ces rumeurs. Et puis, honnêtement, je vous pose la question, qui vous foutez à sa place? Je tiens à vous rappeler que Horner avait été approché par Ferrari en 2022 et que Boog avait déjà assez de casseroles au cul et était dans une équipe qui, en 2022, n'était pas du tout en difficulté. Donc, il allait pas lâcher. Puis bon, putain, est-ce que tu veux vraiment avoir à répondre non seulement de tes performances à un board exécutif, mais en plus à l'Italie tout entière et la Gazzetta dello Sport? Parce que aucun des deux n'est raisonnable, donc à présent. Il y a le nom d'Andrea Seidel qui a vite fait flotter. Coletta est, à mon humble avis, trop occupé avec le WEC. Also, il n'y a pas de BOP en Formule 1, donc on peut pas la mettre à Toyota tous les week-ends. Bon, ça m'étonnerait qu'il ait envie de franchir le pas. Mais si tu changes maintenant, ou en fin de saison, peu importe, une pièce du puzzle aussi importante que le team principal, alors que 2026 est à l'horizon, tu risques de niquer 1 à 2 saisons d'un nouveau règlement, prendre du retard, alors que justement, s'il y avait un temps parfait pour reset, c'était fin 22. Soit quand Vasseur a été annoncé. Il est là maintenant, il construit depuis 2023, il comprend, il travaille, et à l'instar d'un certain Aimé Jacquet, dont mon papa me racontait l'épopée jusqu'en 98, une petite larmichette à l'œil, serait bien qu'on laisse à Vasseur le temps de bosser. Bon, en réalité, je pense pas que ce soit réellement fondé, je me sens de l'aborder parce que j'ai un gros garage talk, j'allais pas faire une vidéo dédiée là-dessus, tu vois. Bah, si c'est vrai, si pour de vrai, il tège Vasseur, s'il tège un énième team principal sans lui avoir laissé réellement le temps de faire ses preuves, mais d'avis que tu comprends si un team principal vaut pas un clou qu'au bout de 5 ans, c'est une très très mauvaise idée, surtout dans cette Formule 1 actuelle où les choses ont jamais été si rapides et à la fois si lentes. Quand une équipe est en train de crever la gueule ouverte, le rebond il prend du temps. T'as qu'à voir avec Williams par exemple. On a tendance à penser que c'est juste l'effet James Vowles, mais l'équipe est en réelle reconstruction depuis 2021. Et on devrait pas se bourrer le mou à changer de team principal pour un oui, pour un non, parce que sinon, chez Ferrari, on est sur la même pente que chez Alpine, qui a fait l'exploit d'enchaîner 4 et demi team principal en 5 ans. C'est pas mal. Oui, j'en avais pas vraiment parlé de ça, le contact en Espagne et blablabla, qui a été finalement une petite mention au début d'un Garage Talks sur Hamilton, et est-ce qu'il était rincé sans le point d'interrogation, parce que, bref, allez voir la vidéo. Et du coup, en début de week-end, il y avait 2 choses qui se battaient pour le spotlight. Est-ce que Vasseur va perdre son taf? Bon, ça c'est bon, c'est couvert. Et est-ce que Verstappen va partir en vacances, le néerlandais ayant accumulé 11 points sur son permis à conneries? Et on rappelle, au bout de 12, bim, tu pars en vacances comme K-Mag il y a pas si longtemps. Il y a pas longtemps du tout, en fait. Alors du coup, la chose logique à faire, bien sûr, quand t'es journaliste face à ce pilote qui a clairement joué la carte Lance Armstrong du quand ça me fait chier, je réponds pas depuis moult temps maintenant, c'est de poser une question à laquelle t'auras certainement aucune réponse, qui a pas manqué de l'agacer, bien sûr. Bon, du coup, Max, pas content, mais sans trop faire de vagues à exprimer qu'il y en avait plein le cul d'entendre la même question. Je suis déçu, hein, j'aurais voulu un truc un peu plus de répondant, un peu comme ça. Why have you had so many accidents? I don't know. And like I said in the beginning of this press conference, I got really tired of all the questions, so I think if I get a few more, I'll headbutt someone. Et ce qui est très marrant là pour le coup, c'est que Russell, qui donc avait la pole position et qui devait s'aligner face à Verstappen, et donc on s'attendait à un virage A un peu plus explosif que ce qu'on a eu, bref, que Russell laissait entendre que bon, moi j'ai plus de points sur ma licence, donc s'il y a un incident, Hassoul. Et au-delà du fait qu'on se soit fait un peu chier pour la tête sur ce Grand Prix, et que bon, finalement il n'y a pas eu de contact ou même de passe d'armes entre Russell et Verstappen, je suis content que Russell se montre plus narquois que casse-couille. Il y a vraiment eu un moment 2022-23 où il me portait sur le système parce qu'il était genre vraiment pédant. Mais là il est juste un petit peu narquois, il lui jette une croix de nez, j'aime bien. Si les deux ont des voitures qui le leur permettent, c'est en train de build une espèce de rivalité que j'aime beaucoup. D'ailleurs, big up à Russell aussi pour son tour de qualif qui était absolument phénoménal. J'ai rien d'autre à dire. Quand j'ai vu Verstappen claquer le chrono, j'ai fait non, bah c'est bon, Verstappen en pôle. Et en fait, non. Ce serait bien que le prochain règlement technique permette aux pilotes de rester proches les uns des autres, parce que le GP du Canada, il s'est décidé au bout de 5 tours, c'était des push-laps de Verstappen où il était vraiment en mode non, je vais essayer. Après, il a fait bon, bah c'est de la merde, maintenant on se repose sur la strat. Et bah ça a pas marché pour eux. C'était vraiment genre pas un Grand Prix où on s'est éclaté, hein. Sauf à la fin,
On y revient juste après. Parce que pour en revenir à Verstappen, il a 11 de ses 12 points de pénalité consommés avec le premier reset au lendemain du Grand Prix d'Autriche. Eh oui, il y a plein de gens qui ont décidé d'oublier ça parce que genre pour eux c'est vraiment important que Verstappen se fasse ban, mais après le Grand Prix d'Autriche, il a 2 points qui reset. Donc il sera plus à 1 point du ban, il sera à 3 points du ban. Et c'est complètement différent pour le coup. Donc il faut qu'il soit squeaky clean jusque-là s'il veut respirer un peu. Ceci dit, l'Autriche, c'est, comme on l'a baptisé avec Shiv, le circuit de la haine, tant les carrières coop ont tendance à prendre un tournant après ce Grand Prix. Et en plus, on voit que Russell veut en jouer parce que la late safety car dans le Grand Prix où on a fini sous safety car, oui, les smooth brains sur Twitter. Oh, alors on peut finir une course sous safety car maintenant ? Essayant de, évidemment, faire référence à une certaine nuit à Abu Dhabi. Oubliant complètement, par contre, le Grand Prix d'Italie 2022 ou le Grand Prix d'Australie 2023 où nous avons aussi fini sous safety car. Encore une fois, foutez-vous au crochet, ça détend. Bref, au dernier moment, sous safety car, un sneaky, un tout petit break check pour faire en sorte que Verstappen passe devant, suivi d'un il m'a doublé sous safety car. On ne fera pas croire que c'est pas volontaire. Il y a un petit regard dans le rétro pour voir où est Verstappen. Il n'y a aucune raison de garder les freins en température de course étant donné qu'on va finir sous safety car. Puis le message immédiatement après, non mais pardon, mais non. Alors j'apprécie, alors c'est du grand art, hein, genre franchement, jeu d'acteur en anglais, big up à lui, et j'aime voir ce genre de petites fouilles merdises, voilà, donc voilà un très beau néologisme, mais on me fera pas croire que c'était pas calculé, voilà, c'est tout ce que je dis. Mais bon, pour ce qui est des vacances de Max, il reste plus que l'Autriche comme opportunité de lui donner un RTT. Alors effectivement, quand tu sais que tu es scruté comme ça et que t'es à rien du ban, tu pourrais éventuellement backer d'un move si tu es pas sûr à 100% ou si tu joues avec les limites, mais en voyant comment Max gère actuellement Grand Prix après Grand Prix, c'est-à-dire qu'il a l'air de plus les gérer les uns après les autres que de gérer the big picture, de gérer une course au championnat du monde, tu peux te dire qu'il en a peut-être pas grand-chose à branler et que ça l'arrangerait peut-être parce que du coup il pourrait éventuellement tomber en dehors du classement où il est censé être et activer une clause performance. C'est peut-être dans son intérêt, ça l'est peut-être pas. Moi je reste curieux de voir ce qui va se passer. Après peut-être que sa mentalité de gérer course après course va changer si McLaren continue à rendre les choses faciles. La guerre civile! La guerre civile! La guerre... Bon, les McLaren n'étaient pas au beau fixe ce week-end, c'est un premier point qu'il faut aborder. Alors, est-ce que ça veut dire que Mercedes et Red Bull ont step up et que du coup... Non. En vrai, les suspensions Mercedes leur ont rendu la tâche moins hard. Mais c'est un paquet de suspensions qu'ils ont introduit à Imola. Et apparemment, pour le Grand Prix d'Espagne, ils l'avaient pas mis parce que à Imola, ils se sont dit non, ça marche comme de la merde, on a perdu tout notre rythme. Mais, selon ce que j'ai compris et ce que j'ai lu, c'est parce que la direction setup générale de la voiture à Imola était pas la bonne. Et là, sur un circuit comme le circuit Gilles Villeneuve, qui est, je vous le rappelle, un circuit semi-urbain, avec des bosses et moult vibreurs à accoster, avoir une suspension qui permet de mieux gérer les bosses, c'est un grand coup de pouce. Et que ce soit pour Russell ou pour Kimi Antonelli, ça s'est plutôt bien passé du coup ce week-end. Ultimement, le rythme Mercedes est moins bon que le rythme des McLaren. Mais c'était pas très important. Tout ce qu'il fallait faire, c'était une bonne qualif, un bon départ. Parce qu'à part Miami cette année, je crois que c'était Miami, on n'a pas eu un seul Grand Prix où tout n'était pas décidé après un seul virage. En tout cas pour les frontrunners. Et là, justement, dans le cas des Mercedes, précisément de Kimi Antonelli, il a pas fallu plus qu'un bon départ pour garder les McLaren en respect. Alors qu'ils avaient un rythme d'enculé, hein, genre ça se voyait sur la fin. Beaucoup trop de choses semblent se mener dès la qualif, ce qui m'a laissé penser jusqu'au bout que garder les softs pour avoir un set de médium 9 en course en Q3 était absolument pas une bonne idée. Bon, pour une fois j'ai raison, on va pas se plaindre. Et on va fast forward sur la fin parce qu'il y a quand même eu quelque chose d'assez insane. Avant même la safety car, le top 5 se tenait sur quelques secondes. Ils étaient presque tous dans la même image parfois à la caméra. Et autant Russell a répondu au rythme de Max et autant derrière Piastri et Norris semblaient se diriger vers un final lap showdown que Drive to Survive aurait adoré exagérer. Autant là pour la production c'était Noël avant l'heure. Parce qu'après un move couillu qui a fait du bien à l'épingle et un décroisement en sortie, les deux McLaren étaient roue contre roue tout du long de la ligne droite. Sauf que Piastri a placé sa voiture juste comme il faut pour avoir l'avantage à la chicane, mais ensuite Lando aura le draft, le DRS, peut-être même la batterie, et ce qui tente de s'immiscer, oui, entre Piastri et le mur, et puis... j'ai eu un flashback. Yes, there's no question as we see him. Oh, it's a McLaren's touch. Et ensuite, j'ai eu un déjà-vu. No, he's ripped off the front wing. The McLarens collide. Lando Norris into the wall. J'ai nerveusement, éclaté de rire. Je me suis dit, c'est pas possible, putain, j'aurais pas pu l'écrire. Deux pilotes McLaren
au même endroit basiquement, dans des circonstances similaires, mais putain, mais arrêtez tout. Bon, il manquait la pluie quand même. Je me suis dit, c'est un merdier sans nom, c'est bien Oscar, tu te laisses pas faire, la guerre civile est arrivée, et j'ai vu le replay. Et j'ai vu qu'Oscar l'avait pas vraiment serré. Et là, j'ai perdu pied, alors que j'étais allongé dans mon plumard, faut le faire. En fait, au début, je me réjouissais, parce que moi, je l'ai déjà dit, avant, j'étais vraiment fan d'un pilote ou d'une écurie, maintenant, je suis fan du sport, en général. Et j'aime bien quand il se passe des trucs bizarres, ou qu'il y a plus de drama, plus de chaos. Oh. Et en tant qu'agent du chaos, avoir un conflit interne dans une équipe, c'est génial. C'est l'heure de la guerre, mais aussi de la désobéissance civile au sein de l'équipe. Mais je me réjouis beaucoup moins de ça, qui est purement et simplement une erreur de Lando. Alors Lando s'excuse immédiatement à la radio, c'est perçu par beaucoup de gens comme un beau geste, aussi perçu par beaucoup de gens comme une faiblesse égotique. On rappelle que les pilotes de Formule 1 ont des égos d'enculés et c'est tout à fait normal. Et être prompt à assumer quand c'est sa faute, c'est pas quelque chose que nous on considérait comme négatif dans la société, dans la vie de tous les jours, mais pas quelque chose que les psychologues du sport vont considérer comme étant immédiatement positif, en tout cas, pas dans ce cas présent. Bon, en interview, il va nuancer en disant qu'il est pas sûr à 100% et qu'il faut qu'il voit les images. Et moi, là, froidement, devant cette caméra, sans jeter de crotte de nez, ce que je peux vous dire froidement et objectivement, c'est que dans le contexte d'une course au championnat du monde, c'est une énorme bavure. Some are already calling it a battle. But it ain't that. Dans ce contexte-là, c'est pas du tout le bon mot. It's a blunder, it's a slip, a debacle, maybe. But not a battle. Et tout ça, contre-intuitivement, c'est pas une mauvaise nouvelle pour McLaren. Au contraire, ça leur rend la tâche plus facile. Oui, il y a eu un clash, mais Lando prend le blâme en étant l'unique victime. Il y a maintenant 22 points d'écart entre eux, donc c'est beaucoup plus facile de donner la priorité à l'un par rapport à l'autre. Il y a eu un contact qui a fini la course d'une des deux voitures, donc des règles d'engagement plus strictes sont à anticiper et sont beaucoup plus faciles à justifier avec le pilote. Lando vient peut-être, j'ai dit peut-être, de se sortir de la course au titre de la pire des manières possibles, administrativement. Mais, on va nuancer. La saison est encore longue. Si, à la prochaine course, ou dans les prochaines courses, Oscar venait à DNF, ça relance tout. Même, c'est quoi? Si dans les prochaines courses, les deux McLaren venaient à DNF, et que Red Bull et Mercedes avaient un soudain rebond, ça pourrait tout changer. Oui, ça c'est de la délusion. Oui, effectivement. Bon, finalement, ce week-end, si vous devez garder qu'une seule chose, c'est que si vous vouliez gagner, il fallait être pilote Williams en 2019. Et ça, c'est ce qu'on appelle un juste retour karmique des choses. Bon, en étant fan Red Bull et fan Toyota depuis un bon moment maintenant, j'ai eu mon compte de bons moments sur ces 10 dernières années. J'attends juste que ma balance revienne dans le positif. On va pas se plaindre. Hein. Ouais, la vidéo est finie, là. C'est juste un petit mot pour ceux qui disent... Oh, je sais qu'il y en a beaucoup qui déconnent, mais je tiens quand même à le dire, que Garage Talks, en fait, c'est week-end de review parce que t'en fais un à la fin de chaque Grand Prix. Alors déjà, ça, c'est faux. On n'a pas fait des Garage Talks après chaque Grand Prix. Quand il n'y a rien à dire sur un Grand Prix, quand je me suis fait chier et qu'il n'y a pas de talking points qui ont été genre soulevés par le Grand Prix ou des trucs en amont du week-end, généralement, je fais pas de Garage Talks dessus et j'attends qu'il y ait une news intéressante à traiter ou quoi. Surtout que Garage Talks, c'est un format beaucoup plus relax où je peux me permettre de juste déroger, caler des musiques et mettre du b-roll, alors que Weekend Review, c'était un format beaucoup plus intensif sur la manière dont je le traitais. Ce soit parce que le truc sortait le matin du lundi, voire même le dimanche dans la soirée quand j'avais le temps, ou que ce soit dans la manière dont le sujet était traité, c'est-à-dire que je me laissais 1h30 après chaque séance pour écrire, quoi. C'est pas du tout la même limonade, surtout que Weekend Review, c'était un format extrêmement codifié, et vous aviez des musiques qui étaient genre présélectionnées pour chaque séance, vous aviez des poncifs, vous aviez des trucs d'écriture récurrents. J'utilisais énormément d'images de la FOM, alors que là maintenant j'en utilise beaucoup moins. La majorité viennent de content pools qui sont mis à disposition par les équipes. Il y en a certains parmi vous savez pas c'est quoi Weekend Review parce que vous avez catché il y a quelques semaines de ça peut-être cette chaîne. Mais en 2023, à la grande époque, on faisait des débriefs de Grand Prix qui étaient c'était des super cuts, c'était vraiment genre c'était un mix entre les comedy reviews de FP One Wheel et ce que Alpha Max Nova One faisait ou fait peut-être encore de son côté. Mais ouais, ça pour dire que c'est pas du tout pareil parce que là où Weekend Review était super haute énergie, gros rythme et jouer surtout avec le montage, Garage Talk, c'est juste moi qui yappe devant une caméra pour combler un gap en attendant la prochaine grosse vidéo, qui est un Lecard, qui devrait sortir en fin de semaine. Devrait. Touche du bois. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, parce qu'elle doit être v'la longue. Je suis Clippy d'Aclip, je me suis absolument partout
sauf dans la rue, parce que je donne pas l'aspiration. Si on était teammate encore. On est sur Twitch, Twitter, Instagram. La semaine où sort cette vidéo, soyez conscients que vous pouvez cliquer sur la description pour voir quel jour est sortie cette vidéo et savoir si cette information n'est pas digne d'importance. Je suis absolument pas sur les réseaux, parce que j'ai des trucs à gérer dans ma vie perso qui me pompent de l'énergie, et du coup, moi, je suis pas quelqu'un qui thrive en société, et ça pompe aussi, du coup, ma capacité à interagir avec des gens, que ce soit sur les réseaux ou même IRL. Donc voilà, si vous m'envoyez un DM, sachez qu'il sera pas lu avant une semaine, quoi, à peu près. Bref, voilà, c'était Clippy da Clip. Bisous. Nul! Elles sont nuls! Techniquement,